pense que le direct est lancé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct s'il vous plaît. On a essayé tout à l'heure sur Instagram, on a beaucoup été signalé. Vous m'entendez bien, j'espère. C'est la première fois que je fais le direct sur Facebook, comme c'était la première fois que j'essayais tout à l'heure sur Instagram, mais là, s'il vous plaît, aidez-moi à me rassurer que tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut mettre un OK, c'est bon, quelque chose comme ça? Vous me rassurez que vous m'entendez bien. OK, ça fait déjà super. OK, super. On va patienter encore un peu quelques secondes. Merci déjà pour l'attention que vous m'accordez. Merci d'être là. Toutes mes excuses pour le direct qui n'a pas pu se faire tout à l'heure sur Instagram. Apparemment, on était signalé. N'hésitez pas à partager le direct pour... ça peut peut-être alerter d'autres personnes aussi de venir regarder le direct. Merci pour vos messages de soutien. Merci. Merci. Nous sommes dans le contexte d'une dénonciation d'un acte, d'une faute que j'ai subie, d'un acte de... Comment je vais dire? J'ai subi des violences de la part d'un homme en tenue, d'un policier, un officier de l'État qui travaille pour le compte de la justice, donc qui est censé démarcher pour la justice. J'ai subi des actes de violence et des menaces de mort. Et c'est ça qui m'a révolté après avoir essayé de garder silence. C'est ça qui m'a révolté. Et c'est pour ça que je m'exprime. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui nous amène là aujourd'hui. Je ne vais pas vous prendre toute votre soirée, toute votre nuit, donc je vais y aller. Tout a commencé samedi le 20, je pense bien samedi dernier, samedi le 20, quand j'ai fait des posts sur mes pages personnelles. J'ai dénoncé avoir été arrêté, conduit à la DRPJ, avoir été battu par le commissaire Laté, oui c'est ça son nom, commissaire Laté, et certains de ces éléments, dont en particulier l'enquêteur Oum. J'ai dénoncé ça, c'était un acte totalement lâche, sans fondement et sans précédent. J'ai demandé, pendant que j'étais là-bas, j'ai demandé si je pouvais être assisté, j'ai demandé pourquoi j'étais là. On ne m'a pas donné de réponse, on ne m'a pas montré une plainte, quoi que ce soit. Donc je suis venu sur les réseaux, j'ai dénoncé. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé suite à cet échange suite à cette conversation avec ma grande sœur que vous connaissez très bien. Je me suis retrouvé patienter devant sa maison. Elle devait sortir, on devait s'exprimer. Du moins, elle devait soit sortir, soit m'inviter à entrer pour qu'on s'exprime, pour qu'on se parle sur quelque chose, sur un point pour lequel j'ai attiré son attention. Il s'est suivi de ma dénonciation de samedi, il s'est suivi dans les réseaux sociaux une campagne, mais alors une véritable campagne de noircissement et de décrédibilisation de ma parole. C'est-à-dire, je suis le grand méchant loup, si je peux dire comme ça, d'après cette campagne. La campagne avait pour but simplement de ramener le sujet dans un autre contexte. C'est-à-dire, je veux parler d'une dénonciation des abus que j'ai sévis
et interpellé tous les responsables de cet abus-là. Mais on a trouvé plus approprié de me qualifier dans les réseaux sociaux de fou, d'escroc, de bandit, de ci, de ça, de tout, c'est-à-dire de tout ce qui peut être moche, que vous avez bien lu. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Cette, ce direct, pour moi, c'est déjà pour me présenter. C'est déjà pour me présenter, donner l'historique et parler de tout. Tout ce qui a trait à ce que j'ai vécu et qui a trait à la campagne de décrédibilisation de ma personne dans les réseaux sociaux. Par tous ces leaders comment je vais dire, je sais pas si je vais dire du sabotage ou bien de la dénonciation, je sais pas. Par tous ces leaders qui s'expriment via les réseaux sociaux et qui ont cette chance d'avoir toute une masse qui les écoute. Donc, moi je suis José Fabrice Abonné, c'est bien mon nom. Je ne m'appelle pas Koa. Mon nom c'est Fabrice Abonné. Je suis père de 2 enfants, je suis entrepreneur. Avant ça, je suis d'abord diplômé d'école de commerce en marketing, stratégie opérationnelle. J'ai eu à travailler ici et là, en particulier pour Eneo, qui est mon dernier employeur. J'ai travaillé avec Eneo pendant 5 années, où j'ai eu une expérience pour moi vraiment positive. Une expérience positive euh, comparée à celle qu'on peut se faire d'Eneo quand on est en externe. Il y a des challenges, c'est une société qui a beaucoup de challenges, qui a ses réalités, ses hauts et ses bas comme d'autres, mais j'ai surtout été marqué par de grands esprits que j'ai rencontrés là-bas, des personnes vraiment intelligentes, des personnes vraiment douées, des personnes vraiment, si je peux dire des génies. J'en ai connu pas mal et j'ai beaucoup apprécié. Après mon passage chez Neo, j'ai décidé d'arrêter pour des raisons personnelles. Je garde ça pour moi. Ce n'est pas relatif à un problème avec la société. Non, au contraire. J'en profite même pour envoyer, pour faire un coucou à la société, à mes anciens collègues, à mes frères des Néo qui sont toujours mes frères et qui le seront toujours. Je leur transmets beaucoup de force de continuer de se battre pour améliorer la qualité du service électrique au Cameroun et peut-être de faire mieux plus tard. Voilà, moi je suis parti de là. Il fallait que je me réaliser dans ma passion qui est l'entrepreneuriat. Je me suis donc lancé, je me suis donc pas lancé parce que ce n'était pas ma première expérience dans l'entrepreneuriat, mais je me suis totalement, désolé, ça va revenir, parlant de Néo, je me suis totalement, patient, permettez un peu que ça revienne bien, je sais que vous me voyez quand même, mais vous me verrez mieux. Voilà, je me suis totalement consacré à ma passion, c'est-à-dire je me suis dégagé de toute autre activité pour ne faire que ce que j'aime et ce en quoi je crois, ce qui me permet de me réaliser dans l'entrepreneuriat. J'ai parmi plein de petites activités que je menais, je me suis lancé dans la restauration lounge. J'ai ouvert un lounge à Yaoundé qui a très bien marché. C'est un peu déjà avec cette expérience que vous m'avez vu pour la première fois sur les réseaux sociaux. Je pense que là, c'est la 3e fois. Pour la première fois que vous me voyez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque, quand je lance mon launch, c'est pas loin du domicile de ma sœur. C'est dans le même quartier, non loin de là. Et plusieurs fois, je lui ai dit, écoute, tiens, voilà, moi, je suis en train de faire un truc ici à côté, je suis en train de faire un truc ici à côté. Je le lui ai dit pendant, à plusieurs reprises, mais bon, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas vraiment capté. Parce qu'un jour, elle voulait me voir pour parler et elle était en train de rouler, me demander où je suis, si je suis dans les environs. Je lui ai dit, oui, je suis à mon chantier. Elle s'est arrêtée au chantier. Et elle était étonnée de savoir c'est quoi ici, c'est le chantier de qui, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais. Je dis, mais c'est mon business dont je te parle depuis que je suis en train d'ouvrir ici. Elle apprécie et elle commence à snapper. Mais avant de snapper, quelques temps avant, elle m'avait d'abord contacté un matin pour me dire, écoute Fabrice, tu es un bosseur, tu es quelqu'un tu es intelligent, tu es quelqu'un de brave et de brillant et de fort. Je souhaiterais vraiment te mettre en avant dans mes pages pour te célébrer. En gros, c'était ça. Moi, j'étais très gêné avec ça. J'ai quand même validé au final. Elle m'a posté, je pense que le post disait, voilà, je vous parle, je ne vous ai presque jamais présenté mon frère, il s'appelle tel, il fait tel, il a telle activité. Et ça m'a ouvert quand même certaines portes. On peut dire dans les médias, mais il y a des personnes qui se sont quand même intéressées à moi
et des relations, des expériences, des échanges sont nés de là. Donc, dans la foulée de mon chantier, donc de ce business-là, pendant que je suis en train de l'ouvrir, elle a régulièrement l'habitude de passer, de filmer, de snapper et de partager sur sa page. Sauf que quand elle filme et elle snap, elle fait une communication qui tend à penser que c'est son business. Je pense que ça disait un truc du genre, moi encore il est chantier, je quitte de chantier en chantier, là je suis dans un nouveau chantier et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ça m'a gêné, je le dis sincèrement, ça m'a gêné et je le lui ai dit. Je lui ai dit, bon voilà, ça ne présente pas bien que tu communiques de cette manière-là. Déjà que tu communiques et que tu communiques de cette manière-là, parce que moi je suis en train de faire quelque chose et j'ai des jeunes, je vais encadrer, j'ai un côté, j'ai de la responsabilité ici. Si tu fais des actes qui laissent toujours à croire que voilà, moi je suis en train de travailler sous toi ou bien pour toi, ça me décrédibilise et ça fragilise mon management auprès de mes jeunes collaborateurs. On ne sait pas, on s'est un tout petit peu pris la tête là-dessus, mais finalement, je pense qu'elle m'a compris. En tout cas, elle a respecté et elle a arrêté de le faire. Les années qui ont suivi, l'activité marchait bien. Ça marchait même très bien, ça marchait véritablement bien. Ça a eu un écho favorable partout et en termes de recettes et de chiffres, comment je vais dire, c'est comme si je partais pour avoir 10 000. C'est comme si moi je cherchais 10 000 francs même la journée et je me suis retrouvé plutôt avec beaucoup plus de 10 000 la journée, vraiment beaucoup. Ce qui fait que j'étais pratiquement tout le temps en train d'agrandir, casser, agrandir, refaire des travaux, agrandir parce qu'il y avait vraiment un problème de place, d'espace et de services annexes. Mes autres activités également parallèles marchaient très bien. À tel point que je ne sais pas si ça arrive aussi à d'autres jeunes entrepreneurs, mais j'ai ressenti une sorte d'ennui. J'ai commencé à me sentir un peu inutile. Je venais, je me rassurais que tout va bien, l'argent était là, l'argent était disponible tout le temps, en journée comme en soirée, etc. Donc il y en avait. J'ai commencé à être préoccupé par cette situation-là que bon, me voici, je me retrouve ici aujourd'hui, du jour au lendemain, en train de manipuler des sommes d'argent que je ne manipulais pas il y a quelques temps, que je n'espérais même pas manipuler maintenant, qu'aucun de mes activités, de mes contrats de travail précédents ne m'avait donné. Alors j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je fais de ça. Est-ce que je profite, je vis, je voyage, ou bien est-ce que je mets ça dans des projets, vu que moi j'ai plein de projets. J'ai toujours plein de projets. Et donc je prends dans la résolution d'épargner. J'épargne en banque, je rencontre une amie quelques temps après, je rencontre une demoiselle qui est devenue mon amie et qui me parle des tontines. Elle m'a parlé des tontines, elle m'a dit, regarde, quand je regarde ton rythme de vie, la manière dont tu manipules les sous, je pense que tu peux être dans une tontine et puis voilà un peu comment ça va se présenter. En tout cas, essaye et tu verras. J'ai essayé, j'ai commencé avec un tout petit montant par jour, mais je crois qu'au bout de la semaine, j'ai fait rajouter encore plusieurs noms parce que je commençais à trouver ça intéressant. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé d'autres tontines ici et là. J'ai tourné donc avec les tontines, j'ai privilégié peut-être plus de 60% de mes gains que j'orientais dans les tontines quotidiennes, par jour et par semaine. Et ça fonctionnait très bien. Ça m'a permis de comprendre qu'avec les tontines, tu peux étaler, tu peux faire une planification annuelle, que ce soit pour un projet ou pour quelque chose d'autre. Tu peux te dire, bon, ok, sur l'année, j'ai peut-être la tontine si où je veux bouffer peut-être 18 millions, l'autre où je veux bouffer peut-être 12, l'autre je veux bouffer peut-être 5, etc. J'ai donc étalé mes gains et j'ai en même temps été séduite par l'idée c'est-à-dire j'ai vraiment découvert l'environnement du lounge. J'ai été séduite par ça et j'ai décidé d'investir dans ça. C'est vrai que j'ai demandé un peu conseil ici et là, où est-ce que je peux, comment est-ce qu'on pense que je peux investir, est-ce que je peux faire quelque chose à Yaoundé encore et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. On m'a dit oui, donc pour l'instant, fais encore un petit truc et tout, fais un petit truc, mais mon côté entrepreneurial me demandait plus. Je voulais un défi, je voulais un challenge, quelque chose dans lequel j'allais vraiment me réaliser. Alors je me suis lancé dans un projet à Douala avec un jeune ami aussi ingénieur qui venait de finir ses études, je pense en Turquie. Il avait tourné quand même dans le monde, il a fini en Turquie, il est revenu au Cameroun. Je me suis dit, bon, je vais faire ça avec lui. Nous sommes jeunes et puis, si moi je ne lui donne pas sa chance, je ne sais pas qui va la lui donner. On s'est lancé dans le projet
Il a fait le business plan, le cahier des charges et tout pour faire les travaux, etc., sauf les finitions. Il a dit ce qu'il fallait. J'ai mis l'argent à disposition. On partait sur un délai de 6 mois pour atteindre une certaine étape. Mais sauf que moi étant à Yaoundé, le chantier étant à Douala, l'architecte étant un peu de partout, je lui fais quand même la remarque que, écoute, moi de ma petite expérience, quand tu inities des actions ou bien des travaux comme ça, il faut être sur le terrain. Si tu n'es pas sur le terrain, ça peut aller dans tous les sens. Il avait totalement confiance à à son chef chantier et toute l'équipe. Les informations qui revenaient du terrain étaient un peu floues, à tel point que je l'ai invité à aller sur le terrain pour qu'on regarde un peu de nous, même si les choses évoluent normalement. Arrivant, on s'est rendu compte que non, ce n'était pas le cas et que à moins quelques jours de la fin, à moins quelques jours de l'échéance, on n'avait même pas atteint 60% de la réalisation et j'avais là dépensé peut-être plus de 110% du budget initial prévu. Je me dis donc bon, ok, moi-même je vais rester sur le terrain et je vais évoluer avec mes travaux. Je me sépare de lui et de toute l'équipe. On ne se prend pas la tête, lui et moi. C'est une expérience malheureuse, certes, mais on a évité de se prendre la tête et de s'embrouiller avec ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vais me battre, je sais me battre, je vais me battre ici et puis je vais faire mon truc. Sauf qu'en ce moment-là, je n'ai pas encore d'appartement à Douala. J'ai un appartement à Yaoundé, donc je me retrouve en train de faire beaucoup de navettes. Et quand je suis à Douala, je suis logé dans les meublés, dans les hôtels. Ça me coûte énormément. Je me retrouve en train de dépenser beaucoup dans ça. Mais sauf que le problème véritable, c'est que, étant à Douala, j'ai totalement j'ai laissé mes activités de Yaoundé. J'avais confiance au, j'avais confiance au personnel qui était en place et tout, à ces jeunes que j'avais vraiment formés et qui ont vraiment grandi avec moi dans ça rapidement. Ils ont appris. Donc, ils avaient tous les codes pour bien gérer l'activité. Étant à Douala du jour au lendemain, je pèse mes mots, je dis bien du jour au lendemain, il y a eu une chute totale dans mes activités. Je me suis retrouvé où mes entrées ont considérablement baissé. Mon chantier était encore en cours et j'avais des instants, j'étais peut-être à ma quatrième session de cotisation. Et là, j'étais seulement dans quelques-unes, dans celles avec lesquelles comment je veux dire, celles où il y avait les profils les plus sérieux, des personnes avec qui je le faisais le plus en fait. On était dans quelques cotisations, mais sauf que cet effondrement de mes finances a été tellement puissant et tellement fort que je me suis retrouvé en train de pratiquement tout perdre. Pratiquement tout perdre, mais j'avais toujours des engagements. J'ai donc fait pause sur mon chantier. J'ai fait pause sur tout. Je me suis séparé de la maison qui ne me servait, de la maison qui était en plus parce que j'avais un appartement à Yaoundé que j'avais pris pour mon fils et moi. Donc c'était un appartement vraiment de séjour. Je venais de louer un autre à Douala. Je me suis donc séparé des appartements et je me suis rangé d'abord pour me concentrer sur le remboursement de tous les engagements que j'avais, c'est-à-dire au niveau des tontines que je n'arrivais plus à tenir, au niveau des loyers, au niveau des employés, au niveau des prestataires, au niveau des partenaires, au niveau de tout, au niveau vraiment de tout, c'est-à-dire tout a capoté, l'économie s'est affaissée. Et dans cette situation-là, j'ai eu la démarche quand même de rassurer ici et là toutes les personnes avec qui j'avais des engagements, vis-à-vis desquels j'avais des engagements. Je leur ai expliqué ma situation. Je leur ai dit vraiment, nous sommes ensemble depuis, voilà ce qui m'arrive. Je vais avoir des retards pour payer. Je ne suis pas venu pour poser un mauvais acte à quelqu'un, mais ça arrivé. Moi-même, je n'avais pas pensé à ça. C'est arrivé, mais je suis là, je fais face, j'assume. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas sous couvert quelqu'un, c'est moi seul, j'assume pour tout ce qui est à mon niveau. Derrière ça, quand je me suis expliqué, bon, pas derrière ça, mais quand je me suis expliqué, certains m'ont compris. Ils m'ont dit vraiment, ça arrive. Le plus important dans la vie, ce sont des hommes et tout. Et puis voilà, bon, quand tu vas te ressaisir, tu vas nous retrouver là où tu nous as toujours côtoyés. D'autres m'ont dit, bon, je te comprends, mais vraiment, j'ai aussi ma vie, j'ai mes engagements, donc je te donne un peu de temps. D'autres, par contre, se sont dit, et même c'est même ceux avec qui je n'avais même pas de problème en réalité, mais qui ont suivi ces échos-là dans d'autres cotisations.
Ils se sont dit, bon, voici l'occasion pour nous de salir l'image de cette famille. Ils ont fait un montage de ma photo avec ma mère et ils ont titré, ils n'ont pas mis mon nom, ils ont mis le nom plutôt de ma sœur, ils ont titré, ils ont mis dans les médias et tout, que voilà, il escroquait des gens partout, partout, partout. Il s'en est suivi toute une sorte de chasse à l'homme. Je dis chasse à l'homme, mais c'est pas comme si je fuyais parce que j'étais toujours actif. Je disais, ok, si quelqu'un ne croit plus à ma parole et qui me porte plainte, je vais faire face, je vais venir et puis voilà. Si la conséquence de mes actes, c'est que je ne sais pas, je dois perdre ma chaussure ou perdre quelque chose, je vais simplement assumer et prendre sur moi. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans plusieurs unités de police et de gendarmerie où j'ai pour la plupart été convoqué, entendu et j'ai pu trouver une porte de sortie avec le plaignant. Pour d'autres, je n'ai pas été convoqué parce qu'on est parti du principe que je suis un bandit qui a escroqué les gens et qui se cache et qui fuit, etc. Pourtant, j'étais toujours dans les mêmes points qu'on m'a connu, notamment mon lounge à Yaoundé, on connaissait. Bon, on m'a saisi, j'ai eu à faire la cellule, j'ai eu à voir comment mes relations avec des personnes qui m'étaient chères, vraiment des personnes qui m'étaient chères, ont été brisées et comment l'animosité, la colère, la déception, c'est-à-dire quelque chose de vraiment choquant. Je m'en suis tellement voulu, j'en ai fait des cauchemars. Je me suis demandé, c'est-à-dire j'avais l'impression de vivre dans le corps de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas l'impression d'être dans mon corps, je ne me reconnaissais dans rien de tout ça. Je me dis, mais comment je me retrouve maintenant noirci comme ça? Moi, je n'ai jamais eu un problème, je n'ai jamais eu un scandale, je n'ai même jamais été convoqué dans une unité de police ou de gendarmerie, pourquoi que ce soit. Je dis bien jamais de la vie. Mais je me retrouve dans ça. Quoi qu'il en soit, je vais faire face. Je prie Dieu d'adoucir le cœur des personnes que j'ai blessées et que j'ai choquées. Et je le prie également d'encourager ma démarche et ma bataille pour pouvoir retrouver les sous et donner. J'ai eu l'aide de beaucoup de personnes, du moins de certaines personnes dans mon entourage. Vraiment des personnes qui ont été d'une assistance et d'une importance clé. S'il faut préciser, j'ai eu l'aide de ma grande sœur, j'ai eu l'aide beaucoup plus, beaucoup plus l'aide de ma mère. J'ai vu à quel point avoir une mère, c'est quelque chose. N'ayant pas de moyens pour venir t'aider à affronter des problèmes financiers d'une telle ampleur, elle a réussi, je ne sais pas, elle a réussi à m'amener à m'aider à en résoudre. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai pu, par la suite, j'ai pu après avoir amorti un certain niveau d'engagement que je ne tenais plus, je me suis reconcentré sur le relancement de mon activité de Yaoundé. Même quand tout le monde savait déjà que c'est mort, c'est pourri, ça ne va plus, c'est fichu, j'ai fait le relancement. J'ai eu la chance également à cette période d'avoir des jeunes qui avaient beaucoup de potentiel. J'ai pu leur parler et leur amener à comprendre que même si nous sommes comme on est là, on n'a pas une table dorée ou on n'a pas d'ampoule, voici comment on peut faire et au bout d'une semaine, on va voir le résultat. Ils ont cru en moi, on a essayé et le résultat a suivi. La maison a relancé. J'ai été appelé par des personnes qui m'ont refélicité et tout, et tout, et tout, et tout, et puis voilà. Les activités avaient recommencé à prendre et je continuais dans le remboursement de mes engagements que je ne pouvais pas. Pardon, permettez un peu. Donc, j'ai pu recommencer ces 2 dernières années, je précise bien, j'ai pu recommencer j'ai pu relancer mon activité. Je veux préciser quand même que avant ces 2 années-là, c'est-à-dire 2020, fin 2021, 2023, je n'avais jamais eu un souci. C'est-à-dire, je n'avais jamais eu un souci, je sais pas, je vais dire qui me conduirait dans une unité de police. Je ne sais même pas si j'avais déjà eu un souci particulier, non. Je n'avais jamais eu. Donc toute la campagne médiatique qui s'est suivie, la deuxième fois que vous me voyez dans les réseaux sociaux, c'est justement lors de cette campagne médiatique négative, sombre, et pour laquelle en réalité l'objectif n'est pas moi, l'objectif est ma sœur, l'objectif est d'atteindre son image et tout, etc. On laissait courir la rumeur ici et là que je me fais présenter sous le nom de ma sœur et que je arrivais dans des polices et tout, je fais le gros dos prétextant que je suis le frère de tel, mais chose que je n'ai jamais faite, car c'est ridicule. Tu es majeur, tu es vacciné, tu as un problème,
qui t'engage ou comment est-ce que l'argumentaire de je suis le frère ou je suis la relation de tel devrait te sortir de là. Ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours dû tenir mon engagement ou alors m'accorder avec la personne que j'ai mis en tort pour pouvoir évoluer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis à plus des 3 quarts de ces problèmes que j'ai résolus. Aujourd'hui, je suis concentré dans le lancement de mon business, de mon chantier que j'avais mis en pause pour finir d'abord avec tout ce qui était négatif du côté de Yaoundé et relancer une activité. Donc présentement, je suis dans ça. Ça, c'est pour vous expliquer un peu ce qui justifie mon statut dans les médias et dans les bouches de ceux qui veulent me définir de cette manière-là, de quelqu'un de moi, quelqu'un d'escroc, quelqu'un de ceci. C'était par rapport à ces problèmes-là que je suis sur beaucoup rencontres. Beaucoup rencontrent. Peut-être en ce moment, on n'a pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses pour pouvoir gérer ça de manière différente. Mais bon, quoi qu'il en soit, le plus important quand on a un problème, pour moi, c'est de faire face. Surtout quand ce n'est pas un problème qu'on a cherché. Donc, pendant que je suis dans cette phase de relancement, je me fais appeler par ma sœur. Je vais chez elle. Déjà, je n'ai pas l'habitude d'être chez mon frère, ma sœur, ma mère et tout. Chacun de nous est grand, chacun de nous vit sa vie. Et moi, particulièrement, je suis quelqu'un qui bosse vraiment beaucoup. Je dors peu. Je bosse énormément. Donc, il m'arrivait même d'avoir des problèmes de trouver le créneau où je vais manger. C'est-à-dire, j'arrive le matin parce qu'il faut commencer à travailler avec les fournisseurs. Après, tu vas recevoir l'équipe, superviser les mises en place. Tu vas faire, tu vas, ça s'enchaînait comme ça. Je ne dormais presque pas, donc je n'avais pas le temps de me distraire. Ma sœur dans cette foulée de relancement dont là, ma sœur me fait venir chez elle un soir. Et quand j'arrive, elle nous présente son copain. C'est lui qui prend la parole, il s'exprime et il nous donne toutes les bonnes, je résume, il nous donne toutes les bonnes intentions qu'il a pour ma sœur. Sur le coup, c'est-à-dire il m'a inspiré confiance, respect et admiration. Je me suis permis même de me lever, de lui serrer la main et de lui dire vraiment, s'il faut parler comme on parle au quartier, nous on a eu tout genre de prétendants en termes de beau. On a vu des gars qui étaient super lourds, super riches, super fortunés, super tout. Vraiment, je te le dis dans ma âme, comme tu nous as parlé un peu comme un grand frère, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir comment tu encadres notre sœur, comme tu es en train de définir là, comment tu parles d'elle comme une étoile que tu allais décrocher. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous suffit. Et si on peut avoir ce relationnel-là de savoir que, bon, vu que tu prends l'aîné de la famille, ce qui est notre grande sœur, alors pour nous, automatiquement, on sait qu'on a un grand frère. On sait qu'on a un grand frère. Donc, s'il y a quoi que ce soit, tu peux nous parler comme des petits frères. Et puis voilà. Et lui également, il a répondu pareil. Donc, vraiment, le contact était très bien passé. Je suis retourné à mes occupations. C'est vrai que, parlant de leur intimité de couple, 1 ou 2 fois, il m'a appelé pour me soumettre des petits différends de compréhension qu'ils avaient et moi je lui ai donné une démarche qui pouvait lui être favorable pour la ramener, pour qu'il puisse comprendre et éviter une tension. J'ai même été celui qui a même démarché et trouvé le domicile où elle est allée s'installer à Douala. C'est moi qui ai trouvé le domicile, c'est par rapport à la discrétion, par rapport à la sécurité, par rapport à tout ce qu'il y a de bon et par rapport à son standing économique qu'elle avait déjà. Parce que le conseil que moi je lui ai donné à ce moment-là, c'est que bon, certes, vous venez de vous rencontrer, vous avez de bons projets, mais tu ne peux pas te laisser embarquer dans un standing que si quelque chose ne se passe pas bien demain, tu ne pourras pas payer. Donc, reste quand même dans ton standing. Ici, c'est sécurisé, c'est discret, c'est chic, c'est tout. Elle avait apprécié, il a apprécié. Et puis voilà, j'ai tourné mon dos. Je suis retourné à la résolution de mes problèmes personnels. Résoudre mes engagements, tenir mes engagements et relancer mon activité. C'était ça mon quotidien. Quelques temps après, quand la campagne de me salir est sortie sur les réseaux sociaux, ils m'ont également appelé lors de l'un de leurs séjours pour me faire comprendre que voilà, il a demandé la main de ma sœur et tout. Vraiment, je pense que
ce petit temps-là, la pression de mes problèmes personnels que j'avais, c'est d'abord mis de côté. J'étais tellement content pour eux. Je leur ai dit vraiment félicitations. Comme moi, je t'ai dit, tu as tout mon feu vert, etc. Que Dieu bénisse votre couple. Mais vraiment, je vous transmets mes plus grands regrets, que votre bonheur soit un peu confronté à ma situation difficile, mais ne vous en préoccupez pas, ça va aller, profitez-en. Je suis encore, voilà la deuxième expérience où j'ai pu avoir une intimité dans leur relation de couple. Après ça, mes activités, comme j'ai dit, j'ai relancé, j'ai stabilisé les problèmes les plus pressants, etc., etc. Au fur et à mesure, j'ai stabilisé à tel point que jusqu'en janvier où on a eu un séjour à Kribi, un séjour de famille privée à Kribi. J'avais d'abord passé un bon bout de temps, même toute la grossesse de ma soeur, tout ça, je ne savais pas ce qui se passait et tout dans leur vie. Parce qu'après tout, c'est leur vie, ça ne me regarde pas. Et aucun de nous, d'ailleurs, n'a toujours été intense ou présent dans la vie intime de son frère ou de sa soeur. Non, chacun la vie a sa, comme tout le monde d'ailleurs. Donc, il n'y a pas une particularité chez nous comme quoi on serait peut-être accroché à quelque chose de ma sœur. Non. La même considération, la même position que j'ai pour la vie intime de ma grande sœur, c'est la même chose que j'ai pour celle de ma petite sœur, c'est la même chose que j'ai pour mon petit frère. Et je pense que c'est la même que eux tous ils ont pour moi. Qu'ils apprécient ou qu'ils n'apprécient pas ma situation, ma relation, je pense qu'ils vont respecter ma relation, ils ne vont pas s'en mêler. Et c'est comme ça qu'on a toujours vécu. Jusqu'à ce qu'arrivé à Kribi, donc comme je disais au mois de janvier, ma sœur me parle et me raconte une expérience très intime de sa vie de couple et de maman et vraiment qui était à l'opposé de ce que je connaissais de son copain. C'était très à l'opposé. C'était, je vais utiliser les deux mots. Il y avait un gros manque de respect vis-à-vis de ma sœur et il y avait un manque comment je veux dire, un déshonneur pour la famille que ça dégageait. Mais comme à la fin de son récit, quand elle a fini de me raconter l'histoire, elle m'a dit, bon, mais après tout, ça va, on s'est retrouvés, on s'est arrangé, il m'a demandé des excuses, j'ai pardonné et ça va, jusque-là, on s'entend bien, nous sommes très complices et tout, et puis voilà. Bon. Après, je me suis dit, ok, j'ai laissé. Peut-être un mois après, je ne sais pas, toujours dans la foulée de ce premier trimestre ici, euh, là, c'est ma mère et mon petit frère qui me reprennent dans une conversation comme ça, qui reparle encore de quelque chose, de ce problème-là, mais beaucoup plus en profondeur, vraiment beaucoup plus en profondeur. Et je réalise que ces deux points, excusez-moi, ces deux points, le respect et l'honneur de la famille ne sont pas, ne sont pas considérés, ne sont pas tenus. C'est comme ça donc que c'est comme ça que je lui fais le message. Je lui fais le message avec une émotion de déception. Écoute, voilà, je te rappelle encore que la raison pour laquelle on t'a considéré, c'est parce que tu as eu une démarche honorable et vraiment simple, naturelle. Tu nous as montré que tu es un grand homme. Donc, on n'a pas eu une considération ou bien on n'a pas mis en avant le titre social ou bien le poste ou bien les ramifications. On n'a pas mis ça, on n'a pas regardé ça. Déjà qu'on n'en sait même rien. Donc, c'est ton caractère d'homme. Mais sauf qu'avec ce que j'apprends, c'est totalement à l'encontre. Et si c'est comme ça que toi tu démarches, alors moi-même je vais personnellement me mettre aussi en opposition à votre relation. Sur le coup, je le lui dis comme ça, mais c'est une interpellation pour qu'il réagisse. Bon, après ça, je laisse. Je sais que la relation, en fait, la famille, etc., tout ça est représenté par maman et c'est maman qui connaît un peu plus les réalités des uns et des autres que nous. Moi, je ne me mets pas des choses de ma sœur, sauf si elle vient m'en parler et demande mon avis et vice-versa. Par contre, si ça vient de maman et que c'est un problème pertinent, alors je vais faire une démarche pour inviter les acteurs à se rassembler et à arranger ça avant que ça ne capote. Pour beaucoup de personnes vont dire, oh, ta sœur a sa vie, ton frère a sa vie, ceci a sa vie et tout et tout, tout. C'est vrai. Mais je ne parle pas pour quelqu'un, je parle d'abord pour moi. Pour moi, la famille, c'est sacré. Pour moi, la famille, c'est sacré. Et ne souffrez pas d'essayer de me faire comprendre que si mon frère, si je vois quelque chose qui vient en négatif sur mon frère, je ne vais pas essayer de le retirer et
que tiens, bouge-toi de là, il y a un caillou qui fonce sur toi. Ou alors que je peux essayer de lui parler, de le sensibiliser, ou bien je vais essayer, mais je ne vais pas forcément lui tirer les oreilles et insister que tu vas faire, tu vas faire. Non, je vais essayer parce que nous tous, nous sommes déjà des adultes. Chacun est maître de ses choix et de ses décisions. Donc, je lui fais ce premier message que je transfère également à ma sœur. Je redisparais silence radio jusqu'à la période du Ramadan. Quand la période du Ramadan arrive, je disparais parce que, déjà il faut préciser, je disparais déjà parce que d'un, je ne suis pas trop, comme je vous ai dit, je ne suis pas tout le temps avec eux, je ne suis pas tout le temps dans les châtaignes familiaux, les montées, descentes et tout, non, je ne suis pas dans ça. Pas parce que je n'apprécie pas ou je n'aime pas, mais parce que je suis vraiment occupé aussi de mon côté. La deuxième raison, c'est parce que je ne voulais pas que ce qui est négatif à mon niveau rejaillisse ou dérange quelqu'un de ma famille ou vienne ternir le bonheur de quelqu'un. Non, je ne voulais pas. Donc, je me sentais à l'aise dans mon coin et je respectais que les réalités des uns et des autres soient totalement différentes. À la veille du Ramadan ou bien au début du Ramadan, donc, je pense, je suis à Douala et un matin, je suis réveillé. Enfin, je me réveille un peu tardivement. Je me suis réveillé ce matin-là tard, peut-être vers 8 heures ou 9 heures moins. Je vois donc plein de messages et d'appels manqués de ma mère et de ma petite sœur. Quand je finis par les retrouver un peu plus tard, et je vois également vraiment des messages détaillés de ma petite sœur qui me sensibilisent sur quelque chose de très choquant qui s'est passé dans la famille. Quand je vais les retrouver, elle me raconte, c'est même ma mère qui me raconte et elle me parle bien, elle me décrit que voilà, depuis 2, 3, je crois depuis 1 ou 2 jours, ma grande sœur la traquait, elle demandait, elle appelait ici et là pour savoir où ma mère se trouve, parce qu'elle savait qu'elle était dans la ville de Douala. Elle la traquait et finalement, ce jour-là, le jour où on m'a envoyé les messages, elle a su là où ma mère logeait. Elle s'y est rendue très tôt le matin, d'elle-même, chose qu'elle ne fait jamais, qui était d'abord déjà assez étonnant. Elle est arrivée et il s'en est suivi une altercation physique. Il s'en est suivi une altercation physique à tel point qu'elle aurait même visé un verre ou un verre ou une tasse, non, un pot, je crois un pot comme un porcelaine, sur la maman. Quand j'apprends ça, je remets tout en question. Ça tourne 5 fois dans ma tête. Je me dis, mais non, vrai, ça s'est passé. Est-ce que c'est ça? Et non, ce n'était pas ça. Vraiment, c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence un peu à remettre la version de ma mère en doute. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu as bien pu lui dire ou lui faire pour que vous en arrivez là? Parce que moi, je dis, peut-être tu peux vouloir dire quelque chose. Je dis ça à ma mère. Peut-être tu peux avoir voulu lui dire quelque chose partant d'une bonne intention, mais la manière dont tu as dit a peut-être, c'est-à-dire dit choqué, c'était petit, parce qu'on a régulièrement été choqués. On est régulièrement choqués les uns et les autres par les mots et par les décisions et par tout, même par les manières de penser, mais ça reste juste choquant. C'est pas que ça va appeler à une réaction. Mais s'il y a eu réaction, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère tombe sur moi, elle m'en veut. Ah, tu es comme ça, tu es toujours en train de soutenir ta grande sœur. Tu es toujours en train de soutenir ta grande sœur. Tu cautionnes son acte. Je te dis que je n'ai rien fait, mais qu'elle avait son intention depuis parce qu'elle me cherchait dans la ville depuis, etc. Je dis à ma mère, mais je ne cautionne pas son acte. J'essaye de comprendre pour que, même si je vais aller lui parler, même comme je vais aller lui parler, je veux quand même aussi toucher quelque chose que, bon, voici quand même l'élément déclencheur et peut-être désormais, évitons aussi l'élément déclencheur, s'il vous plaît, sans toutefois dire que je donne raison à ma sœur ou à qui que ce soit. Donc, ma mère et moi, on ne s'entend pas parce que finalement, même ça commence à devenir mon problème, comme on dit. C'est comme si je cautionne l'acte que ma sœur a posé. Elle prend son vol et rentre à Yaoundé, mais je la sens très perturbée, je la sens désarmée et faible. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si elle a réalisé à quel point elle pouvait être faible, comme si une situation lui échappe des mains, du contrôle. Le lendemain, j'essaye de parler avec elle de tout et de rien. Elle est brève dans ses réponses, mais après, rapidement, elle m'envoie 2 messages. Enfin, elle m'envoie quelques messages. Elle m'envoie certains messages où elle me dit, hier, je t'ai dit que je n'ai rien fait à ta sœur, mais tu veux trop penser que je lui ai dit un mot. Voici les messages que j'ai envoyés à son copain. Le copain, ça, c'est mon expression que moi j'utilise. Voici les messages que j'ai envoyés à son copain
Et voici les messages que je lui ai envoyés à elle. Pardon, et voici les messages que je lui ai envoyés à elle. Dis-moi où est-ce que j'ai mis un mot déplacé. Moi, étant déjà tellement gêné même de tout ça, je réponds brièvement, ok, ok. Et vraiment, j'espère qu'on va passer à autre chose et que les acteurs principaux, les concernés vont se ressaisir de leurs émotions et vont faire la démarche. C'est-à-dire que ma sœur et peut-être son gars, vu qu'il a été le sujet dans tout ce qui s'est passé, il a été le sujet, peut-être qu'il aura une démarche grande quand il va apprendre ce qui s'est passé et il va se positionner vraiment en grand frère qui va rassembler et qui va essayer d'apaiser et de résoudre sans même que moi je ne sois interpellé là, dans ça. Le temps passe, de temps en temps, ma mère me demande si j'ai eu une réaction de ma sœur. Je lui dis non, je lui dis et toi, elle me dit non. Je dis bon, peut-être, je ne sais pas, comme c'est le ramadan et tout, bon, peut-être c'est ça, quoi qu'il en soit. Moi, je reste dans mon coin. Je ne veux pas, je respecte ça. Je reste dans mon coin et je fais mes choses, je continue de faire mes choses. À la fin du ramadan, je parle encore avec ma mère qui me dit jusque-là rien, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu un acte, une démarche d'excuse ou bien une démarche d'arranger ou bien même une proposition de asseyons-nous et on se parle, comment en sommes-nous arrivés là, qu'est-ce qui ne va pas, corrigeons, exprimons-nous d'une manière saine et comprenons-nous, même si nous ne sommes pas d'accord au final les uns avec les autres, même si nous ne sommes pas d'accord au final avec les uns avec les choix des autres, mais au moins traitons ça d'une manière saine. Rien, il n'en a pas été le cas. Moi, sur le coup, je me dis, mais c'est dangereux. Comment elle est reprochée de quelque chose comme ça, elle ne fait pas. Si ma mère n'arrive plus à lui dire, ou alors comment je veux dire, le statut de ma mère n'arrive plus à la sensibiliser, il y a problème. Je lui fais un message. Je suis le deuxième de la famille, donc après elle, c'est moi, je suis l'aîné des garçons. Et je défie qui que ce soit de me dire que ça ne veut rien dire, pas parce que tu es l'aîné des garçons, que quoi, c'est pour vous là-bas. Si dans votre famille, on ne respecte pas ou bien on ne considère pas les positions des uns et des autres, alors moi j'y tiens. Et moi, je considère ça. Et je vais éduquer mes enfants comme ça. Donc, je lui fais le message pour lui dire que voilà, j'ai été au courant de ce qui s'est passé avec maman et je te donne 2 jours que toi-même tu ailles arranger. Si vous me maintenez en silence et que vous m'ignorez, comme c'est le cas jusque-là, moi je saurai où je vais aller me plaindre. Il était question que si rien n'est fait, moi j'allais aller rassembler la famille, j'aurais dit à la famille, écoutez, voilà vraiment, quand je dis la famille, je veux dire les oncles, la grand-mère, les oncles et les tantes de ma mère qui ont les yeux sur nous. Je leur aurais dit, écoutez, vraiment, moi, voici la situation de ma famille. Peut-être votre fille, dont ma mère ne vous a pas dit, peut-être votre petite fille, dont ma soeur ne vous a pas dit, mais voici la situation qu'on vit. Et moi, je me dédouane de la démarche de ma grande sœur. Je m'en dédouane totalement. Si vous avez l'impression qu'il y a eu engagement ou quoi que ce soit, je n'ai pas été mêlé. Je n'en suis pas mêlé. Ça ne veut pas dire que je m'oppose. Je ne m'oppose pas, mais je n'ai pas été mêlé. Je ne veux pas avoir un problème de sorcellerie. Parce que quelqu'un peut t'en vouloir, mais il ne te dit pas. Il est là, tu ne sais pas qui t'en veut parce qu'il a déjà pensé quelque chose dans sa tête. Il a pensé peut-être que tu allais doter votre fille et tu ne lui as pas dit ou bien peut-être et tout. Donc, c'est cette démarche-là que je sous-entendais dans mon message. Je saurais où m'exprimer. Quand je lui envoie le message, je lui transfère le message à Nathalie. Elle m'appelle aussitôt. Elle m'appelle aussitôt et quand elle m'appelle, elle me demande allô Fabrice, oui, c'est toi qui m'as envoyé le message sur Snapchat. Je lui réponds oui. C'est bien toi qui m'as envoyé le message. Je lui dis mais oui, c'est moi qui ai envoyé le message. La manière dont elle insiste sur cette précision, je me rends compte qu'elle est en train de m'enregistrer. Jamais au grand jamais, il ne nous est arrivé d'avoir ce genre de démarche, qu'on va s'enregistrer ou bien. Donc du coup, je suis inquiet. Et là, je n'étais pas loin de chez elle parce que je roulais avec ma petite sœur qui venait de me déposer et je regardais un appartement toujours dans la zone. Donc je lui dis, mais tu n'as pas besoin de m'enregistrer pour ce que je t'ai dit. C'est pas comme si c'est quelque chose que je n'assume pas. D'ailleurs, je suis vers chez toi. Si tu veux, sors, on se voit et on parle. Si en ce moment-là, tu sens la nécessité de m'enregistrer, tu le feras. Moi, je vais te dire concrètement ce qu'il en est. Vu qu'on n'a pas l'habitude de se parler, on ne se parle, et encore moins d'avoir un problème qui la concerne ou elle est, pour lequel elle est ou soit coupable, soit victime, quoi qu'il en soit, elle est impliquée. Elle me dit, ok, patiente, je finis de laver mon enfant. Je patiente.
J'attends la conversation, je l'ai publiée sur mes pages, en particulier Snapchat la dernière fois. Donc pendant que je suis en train de patienter, qu'elle m'amène à patienter, en aucun cas elle ne me dit, écoute, va, je ne veux pas te voir, je ne me sens pas à l'aise avec toi, je ne veux pas de problème avec toi, rentre. Elle ne me le dit pas, au contraire. On n'a jamais eu un problème, absolument pas. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'en veux à ma soeur pour si j'ai un problème de ça avec ma soeur, absolument pas. Donc je l'attends tranquillement dans le calme, dans cette rue où elle habite, où toutes les maisons qui sont là sont armées de caméras et ont des vigiles. Donc rien que sur ce petit boulevard d'une cinquantaine de mètres, tu peux avoir une vingtaine de vigiles. Je suis assis en face, j'attends qu'elle me fasse signe, soit d'entrer, soit elle me reçoit au portail. Bref, elle me reçoit comme elle veut, où elle veut, mais moi je veux lui dire ce que je lui dis et puis je rentre. Donc, pendant que j'attends donc une voiture privée, si je peux dire, c'est-à-dire c'était pas un véhicule de service, arrive. Un homme en tenue et trois autres en civil sortent. L'homme en tenue se dirige directement chez elle. Quand il se dirige chez elle, je regarde, je me dis, ah bon, certainement elle a appelé. Vu qu'il connaît la maison, il y entre, il ne cherche pas à savoir est-ce que je suis ici, est-ce que c'est pas comme si c'est un anonyme qui l'a appelé au téléphone, c'est plutôt comme si c'est un intime. Il a reçu un message d'un intime et il savait exactement où il allait. Donc il y va pendant que les trois autres, eux, ils viennent vers moi. Quand ils viennent, ils me demandent de me présenter, je me présente, je donne ma carte et ils me demandent ce que je fais là, je leur réponds. Ils sont d'abord eux-mêmes étonnés que bon, c'est pour un problème de famille que nous, on se retrouve sur le terrain comme ça. En tout cas, on pensait même qu'il y avait mort d'homme. Bon, quoi qu'il en soit, on est tous restés dehors, là, on a patienté. Quand le monsieur en tenue, dans le commissaire, ressort de son véhicule, il leur fait signe de la main de venir avec moi et il leur demande aussitôt de prendre mes téléphones. On entre dans la voiture. Quand on entre dans la voiture, il commence par me demander, le commissaire commence à me demander, mais je dis, c'est quoi ton problème? Je lui réponds, je n'ai aucun problème. Il se met à pratiquement me blâmer. Est-ce que la fraternité est une prise en charge? Est-ce qu'elle est obligée de te gérer? Est-ce qu'elle est obligée de te recevoir? Je lui dis, mais je ne comprends pas. Je suis venu parler avec elle d'un problème intime et jusque-là, ce n'est pas par rapport à une requête ou une demande d'argent ou bien que j'attendais quelque chose d'elle. Non, je venais parler d'un problème intime, familial et elle n'a pas rejeté mon invitation. Donc, chaque fois que j'essaye de lui dire les choses de cette manière, il prend du temps et ces éléments également me font mine me font signe de me taire. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu réponds quoi? Tu parles à qui? Tu crois que tu es où? Tu parles. Je reste tranquille. Je reste silence radio. La tension baisse. Ils parlent de leurs choses. On arrive au poste. J'avoue, sur le coup, là, je me suis dit, bon, peut-être quand j'ai fait le message à ma grande sœur, elle s'est sentie prise de haut par son petit frère et elle a vu à ma présence là une occasion de me rappeler par la force qu'elle est l'aînée. Bon, maintenant, ces hommes qui sont venus ont compris qu'ils m'amènent au poste 7, mais ils vont peut-être comprendre que bon, c'est un problème de famille, c'est rien de grave, c'est pas une agression, c'est pas un problème, ça n'a rien de grave en tout cas. Donc je me disais qu'arrivé au poste, on allait parler, j'aurais dit vraiment non, voilà, moi-même, je suis un peu dépassé par une situation, voilà ça. Je lui ai demandé d'aller vers sa mère, mais elle ne le fait pas. Et puis même encore, quand il y a ça, elle vous appelle, alors qu'il y a des personnes, elle a même des amis que quand il y a une situation, ils peuvent m'appeler, me dire Fabrice, qu'est-ce qui se passe? Et puis je vais parler avec eux comme ses amis, c'est-à-dire comme des grands frères à moi et qui lui sont égaux. Mais rien, elle a plutôt appelé la police. J'ai pensé que peut-être le commissaire c'était dans son ami et que voilà, on allait s'exprimer. Mais quand j'arrive au poste, pendant que je fais le message à ma petite sœur pour lui dire voilà la démarche que ta sœur a prise, moi je suis à la DRPJ, mais vraiment, il n'y a pas de problème, ne vous en mêlez pas. L'un des éléments qui était avec lui, l'un des éléments qui était avec lui vient arracher mon téléphone. Il arrache mon téléphone et il dit que en fait, il a parlé, il craignait que j'étais peut-être en train de vouloir les enregistrer et que peut-être j'étais en relation avec des personnes qui avaient des mauvaises intentions, je ne sais pas. Je l'ai rassuré que maintenant, ce n'est pas le cas. C'est vrai par contre qu'il y avait un enregistrement que j'avais déclenché beaucoup plus tôt parce que quand j'allais avoir l'entretien avec ma sœur,
je voulais que ce soit consigné et que rien ne soit déformé ou mal compris après. C'est l'entretien que j'aurais fait encore écouter à qui de droit, notamment peut-être à ma mère, que voilà comment j'ai parlé avec elle. Et voilà comment on s'est compris dans le calme. Mais l'enregistrement avait été déclenché jusqu'à ce qu'eux ils arrivent et qu'on aille. Mais je l'avais arrêté à peine arrivé à la DRPJ car je me suis souvenu que mon téléphone tourne et on n'enregistre pas dans ce genre d'endroit. Donc je l'ai arrêté. Je lui explique ça, je le supplie de me croire et je lui propose même de déverrouiller mon téléphone. Je lui propose, vous m'entendez quand même bien, j'espère. Je lui propose donc de déverrouiller mon téléphone pour se rassurer que je n'enregistrais pas et je n'étais pas sur le point d'enregistrer. J'envoie plutôt un message à ma petite soeur pour lui dire voilà. Il prend, quand je lui propose ça, nous sommes devant le bureau du commissaire déjà parce que quand il marchait, je le suivais pour lui dire mon frère, ce n'est pas ça, je n'enregistrais pas, s'il te plaît, remets-moi mon téléphone, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien, vous n'avez rien à craindre là-bas, je peux ouvrir, tu regardes. Il me met dans le bureau le commissaire demande qu'on me mette dans son bureau. J'entre dans son bureau, je suis presque au mur et le commissaire, celui qui a le téléphone et je ne sais pas qui d'autre, j'avais l'impression d'avoir peut-être 5 personnes devant moi et surtout le commissaire qui était très énervé. Que tu te crois où tu arrives, tu commences à t'agiter, à marcher, tu te crois où tu sais où tu es. J'essaie de lui expliquer que chef, je ne sais même pas ce que je fais ici et comment je veux dire, que je ne sais même pas pourquoi je suis là et je garantis que je ne fais rien de mal. Quand je suis en train de lui parler comme ça, il me donne une gifle, ou c'était une gifle, ou c'était quoi. Donc bref, il me frappe de sa main droite sur le côté, sur l'oreille, et ma tête, parce que j'étais presque collé au mur, ma tête heurte dans le mur. Quand ça heurte le mur, je comprends que non, il est en train de devenir violent. J'essaye de calmer, je fais les mains comme ça que non, pardon, ne me frappez pas, ne me frappez pas. Je ne sais pas ce que vous avez comme impression, ce qu'on vous a dit. Non, je n'ai pas l'intention de déranger ou de mépriser quelqu'un. Donc vraiment, pardon, je vous respecte beaucoup, commissaire, ne me frappez pas. Je suis à disposition et s'il faut parler, moi je vais vous parler. Mais quand j'essaie de lui dire, son ton monte et tout, il s'échauffe et tout le monde aussi parce que le rejoint dans la colère. Tu te crois où tu es? Depuis tu es là, tu ne fais que jouer les grands airs, tu fais. Déverrouille le téléphone. Non, donne-nous le code du téléphone, donne-nous passer dans cette foulée là, mon téléphone s'est reverrouillé pendant que c'était entre ses mains. Donne-nous le code du téléphone, il demande le code de mon téléphone. Je lui ai dit non, je ne peux pas vous donner le code de mon téléphone. Je peux par contre l'ouvrir, je vous le donne, vous regardez, vous voyez qu'il n'y a rien et vous me le remettez. Parce que je ne sais pas encore pourquoi je suis là, je ne sais rien, mais je vous donne déjà le téléphone. Je ne sais pas, je pense encore avoir quand même ce droit-là, sauf si on me dit que ce n'est pas le cas. Ils sont tombés sur moi, taper. Un moment, je me suis accroupi pendant qu'ils me donnaient des coups tous. Le commissaire me ressoulève par les oreilles, il m'attrape les 2 oreilles, il me soulève, il demande à l'autre de me menotter dans le dos. Donc on me menotte dans le dos pendant que lui m'arrête les oreilles, vraiment avec force. Et son visage était, c'est-à-dire, je ne sais pas, j'avais l'impression que ce type me détestait. Pendant que l'autre me met les mains dans le dos et le troisième qui a mon téléphone essaie de déverrouiller par reconnaissance faciale. Après quelques tentatives, il n'y arrive pas. Le commissaire dit de toute façon, attends que 18h arrive, que tout le monde ici soit rentré. Tu vas comprendre où tu es. Si tu crois que tu es venu ici pour argumenter, voilà. Il me fait renvoyer dans l'autre bureau, toujours avec les menottes. Mais avant que je ne parte, il voit qu'on m'a mis les menottes au niveau des poignets. Il blâme celui qui a mis les menottes. Mais comment toi tu lui mets les menottes comme ça? Mets-lui bien ça ici, il faut qu'il sente ça et tout et tout. On enlève la menotte, on me retord le bras pour la mettre maintenant au niveau de l'avant-bras pour que ça serre. Au bout de quelques secondes ou quelques minutes, vous commencez à sentir comment vous perdez l'essence de votre bras. Quand j'arrive dans la grande salle où il m'a fait aller patienter avec les menottes au dos, je continue de les rassurer que je n'ai rien dans mon téléphone qui va dans le sens d'un problème. Je peux le déverrouiller, vous voyez. Non, on t'a dit que tu nous donnes le code, on t'a dit que tu nous donnes le